beaucoup de choses ont été dites. Je vais faire effectivement rapidement résumer votre portrait, mais je vous invite surtout à vous procurer le nouveau livre dans la main. Je crois que c'est le 36e si on compte les rapports. Il y en a quasiment un par an. Il s'appelle « Un Français de temps de souche » et il résonne évidemment dans une actualité que vous connaissez tous. Je n'ai pas besoin de la résumer, on en parlera un petit peu en dehors des autres sujets auxquels nous y invite Bruno Cavagné. Effectivement, la Tribune a fait la une ce matin en ayant le souvenir du rapport d'Alain Minc. Je lui demandais à l'instant, et il me le confirme, la formule, la sidérurgie de l'an 2000 n'est pas dans le rapport. J'ai cherché hier, je ne l'ai pas trouvée, mais elle était médiatique. Elle a évidemment traversé le siècle. Je ne sais pas si la banque sera la sidérurgie de l'an 2000, j'espère pas, mais ce qui est sûr, et c'est peut-être ce qui pourrait lui arriver. Ne prenez le micro, Alain Minc, n'hésitez pas à intervenir. Alors, quelques mots pour rappeler votre biographie. Donc, vous êtes né le 15 avril 1949, vous avez 66 ans, vous êtes né à Paris d'un père immigré juif polonais qui est arrivé en France en 1931. Vous en parlez beaucoup dans le livre, au début du livre, avec 3 initiales, MOI, main-d'œuvre immigrée, puisque votre père a eu évidemment beaucoup de difficultés dans le contexte des années 30 à avoir le statut de français. Cette question de l'identité traverse votre parcours. Vous en parlez beaucoup. Votre père était juif et communiste, résistant donc. Et vous parlez de la judéité, de l'identité. Vous vous définissez, vous pourrez peut-être y revenir, comme mauvais juif et bon français. Alors il faudra peut-être expliquer. Et il y a aussi des bons juifs, certainement mauvais français. Vous pourrez peut-être expliquer ces éléments. C'est sans doute votre livre le plus personnel. Je ne les ai pas tous lus, j'avoue. Mais c'est celui, finalement, sur lequel vous revenez sur des questions qui sont assez fondamentales et dans lequel vous parlez de beaucoup de sujets d'actualité. Alors, des études brillantes, chacun le sait. Les mines de Paris, Sciences Po, l'ENA, dont vous sortez major dans la promotion Léon Blum, dans lequel il y avait Martine Aubry, 1975, et Pascal Lamy. Votre parcours, on l'a rappelé rapidement, à la fois essayiste et intellectuel, parler aux puissants. Vous avez aussi un parcours d'homme d'affaires au pluriel, parcours parfois chaotique, Saint-Gobain, plutôt réussi. Ensuite, Cérus, avec une tentative d'OPA sur la Société Générale de Belgique, plus, disons, discutable. Vous pourrez peut-être y revenir aussi si vous voulez, mais en tout cas, ça a marqué votre vie. Vous avez créé votre cabinet de conseil qui s'appelle AM Conseil, après justement les affaires dont je viens de parler. Vous êtes effectivement un homme de médias, puisque vous avez été président de la Société des lecteurs, puis du Conseil de surveillance du Monde jusqu'en 2007. Vous avez été un peu journaliste, puisque sur D8, vous avez animé une émission face à Alain Minc, notamment pendant la crise financière. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour Vincent Bolloré ? Voilà. On parlait un peu de travaux publics. Vous êtes aujourd'hui encore membre de nombreux conseils d'administration. Je ne vais pas les énumérer, mais vous êtes président de la SANEF. Donc ça, c'est un point qui intéressera certainement l'assistance, et on pourra en parler quand on parlera de dépenses publiques et d'investissement. Donc je le disais, c'est votre 36e livre. Parfois, on vous compare à Jacques Attali, qui est également très prolixe. Je dirais Jacques Attali... il est plutôt à droite et vous, c'est plutôt une gauche contrariée. Il a travaillé pour Sarkozy, son dernier rapport était pour Sarkozy. Vous avez fait de nombreux rapports, plusieurs gouvernements, mais on vous voit plus comme un Américain de gauche libérale. Est-ce que cette définition vous sied ? La vraie différence avec Attali, c'est que son pessimisme est ontologique et que mon optimisme est viscéral. Vous dites que vous êtes le seul Askénaze optimiste. Oui, c'est ça. Oui. Élaborer un petit peu. Non, ça c'est un mot. Mais on en parlera dans le débat en termes d'optimisme. Alors évidemment, c'est un sujet qui n'est pas évident dans une rencontre comme celle-ci entre une profession en difficulté, malgré l'opulence de son siège, et un métier au bord de la faillite qu'est la presse, et qui ne vit que de miracles. Alors évidemment, on ne peut pas dire que les deux secteurs qui se croisent sont les secteurs où germe l'optimisme, et pourtant j'essayerai de l'être. Parlons un petit peu du livre pour commencer. On va parler bien sûr de la croissance, mais je trouve ce livre intéressant parce qu'il résonne. Évidemment, vous avez vu Nadine Morano qui a prononcé une phrase qui fait débat aujourd'hui dans la classe politique sur la race blanche.
écoutez, qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui et de ce qui se passe? Est-ce que c'est un coup monté de Sarkozy pour aller draguer le Front National? Non, moi, il y a quelque chose toujours dans la relation collective à Madame Morano qui ne mérite ni cet excès d'honneur ni cette indignité, c'est le préjugé de classe. C'est-à-dire, si le mot qu'elle a dit, et qui est absurde, avait été prononcé par Laurent Wauquiez ou Bruno Le Maire, qui parfois, dans leurs déclarations, ont flirté avec ce genre de propos, on aurait dit « Oh, c'est un pas de côté ». Évidemment, d'un normalien énarque, au pire, une mauvaise pensée est un pas de côté. Il est clair que cette fille d'ouvrier qui assume son côté plébéien provoque une réaction de classe qui, moi, m'est très désagréable dans les réactions collectives. On sait bien qu'on est une société aristocratique où on est protégé par son statut, c'est-à-dire essentiellement par les études qu'on a faites à l'âge de 20 ans. Et clair, cette femme n'est pas protégée. Ceci ayant été dit, ce qu'elle a dit n'a pas de sens. Parce que qu'est-ce qu'elle a dit? Un pays judéo-chrétien de race blanche. Oui, c'est vrai. La France est un pays judéo-chrétien. Je pense par exemple qu'il était absurde au nom de la vision, mais on y reviendra peut-être, française de la laïcité, que Jacques Chirac mette son veto au fait que dans le préambule de la Constitution malheureusement avortée européenne, il y ait eu une référence aux racines chrétiennes de l'Europe. Bon, ça c'est une évidence. En revanche, de race blanche, je pense que ça n'a aucun sens en soi, parce que d'abord la France est un pays multiracial, elle a encore des départements d'outre-mer, et je pense qu'en plus elle confond tout, puisqu'elle confond la race, elle confond implicitement une religion, et elle oublie qu'il y a à l'intérieur même de cette religion des races différentes. Les gens ne parlent que du monde musulman arabe. Ils oublient par exemple que le plus grand pays musulman de la planète s'appelle l'Indonésie. Et d'ailleurs, je trouve que ce serait un sujet très intéressant, c'est de voir comment, au contact de cultures différentes, la religion musulmane aboutit à des situations sociopolitiques elles-mêmes différentes. Exemple, l'Indonésie, comme le Nigeria, comme le Brésil. Pourquoi je cite ces trois pays? Ce sont trois pays en voie de développement qui ont connu des élections présidentielles qui se sont réglées à 50,5% contre 49,5%. Et ça s'est passé dans un calme olympien. Ce qui est quand même... Parce que le vrai apanage de la démocratie, c'est quand un scrutin est serré et qu'il n'est pas contesté. Et donc, dans ces trois pays, il y avait un pays très christianisé, mais qui est maintenant en voie de conquête par les évangélistes, qui est le Brésil. Il y avait un pays compliqué, qui est le Nigeria, avec une communauté musulmane, des communautés animistes, etc. Et un pays musulman, qui est l'Indonésie. Ça, c'est un vrai sujet, très intéressant. Parce que le vrai problème de la religion musulmane, on va peut-être y revenir, et c'est une ou deux idées auxquelles je crois beaucoup. Dans beaucoup. votre livre, vous faites une sorte de rêve, proposition peut-être. Vous dites le rêve serait d'oser faire vis-à-vis des musulmans la même démarche que Napoléon a suivie à l'égard des Juifs à partir de 1806, en convoquant une assemblée des notables à qui il avait soumis un certain nombre de questions. Non, mais ce qu'avait fait Napoléon était absolument ce type. Était un administrateur génial et un très mauvais stratège, chacun le sait. Puisqu'il avait cru que la France était une superpuissance alors que ce n'était qu'une grande puissance. Mais ce qu'il avait fait était incroyable. Il a fait désigner par les préfets des notables juifs dans chaque département. Et il leur a envoyé un questionnaire avec 12 questions, dont la première était « Acceptez-vous le divorce ?» Et les 12 questions, c'était de voir s'ils reconnaissaient la primauté de la loi de l'Empire sur la loi mosaïque. Ils ont dit oui. Il a fait valider la même chose par les rabbins et après, il a édicté le statut du judaïsme. Alors, quand je dis qu'il faudrait faire la même chose, alors si on aborde ce sujet, qui est un sujet, je pense que vous vouliez aborder. Moi, je pense qu'il faut, aujourd'hui, ça va peut-être en choquer certains, je pense qu'il faut suspendre la loi de 1905 pour une période de temps limitée pour pouvoir faire deux choses, qui est d'une part construire des mosquées
sous contrôle de la puissance publique, de préférence à les voir financés par l'Arabie saoudite, le Qatar et des mouvements les plus opaques qui soient, puisque il y a quand même une injustice de fait. En 1905, quand la loi de séparation est votée, les trois religions principales, le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme, héritent de leur appareil de production, pour employer une métaphore industrielle. Les églises, les temples, les synagogues. La religion musulmane n'existe pas. Elle demande en 1906, ce qu'il y a de religion musulmane, de bénéficier de la loi ou d'être attaché à la loi. On dit non. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, cette religion n'a pas son appareil de production. Donc elle le bricole. Je pense qu'il serait de loin préférable, de construire sous notre contrôle des mosquées, ce qui ne veut pas dire transformer les églises désaffectées en mosquées. Ça, c'était une idée provocante et absurde. Et deuxièmement, de mettre la formation des imams sous contrôle public. Au fond, je pense qu'un des moyens de régler les difficultés que nous avons avec la religion musulmane, c'est d'en faire une religion quasi concordataire. Il y a d'ailleurs... Le islam de France, qui avait été employé par Sarkozy, vous le retenez? Non, le mot islam, je pense que c'était bien d'essayer. C'est bien d'essayer d'organiser la communauté musulmane. Le problème, c'est que c'est très difficile. Mais plus important, c'est l'appareil religieux et la formation des prêtres, en l'occurrence. De ce point de vue, il y a une chose très simple qu'on pourrait faire. Et ça, qui est de l'ordre du possible. La France vit en Alsace-Lorraine sous le régime concordataire. Le paradoxe, c'est que le régime concordataire s'applique au catholicisme, au protestantisme et au judaïsme, qu'on n'en a vraiment pas besoin, et ne s'applique pas aux musulmans. Donc, les seuls religieux non payés par la République en Alsace-Lorraine sont ceux qu'il faudrait justement payer, c'est-à-dire les imams. On paye les prêtres, on paye les curés, les pasteurs, les rabbins. Je pense qu'il serait de bonne loi de mettre, ça c'est très facile, la religion musulmane sous le même statut en Alsace-Lorraine que les trois autres religions. Étant entendu, d'ailleurs, c'est une interrogation historique intéressante. Comment se fait-il qu'en 1918, ce laïc tout-puissant, qui était Clémenceau, n'a pas remis l'Alsace-Lorraine sous le régime de la loi de 1905, puisqu'elle n'était pas, puisque c'était l'occupation allemande. Et elle m'a laissé le régime concordataire de Napoléon, puisque c'est très étrange historiquement, mais c'est comme ça. Et en plus, ça permettrait d'avoir là des instituts de formation d'imams pour l'ensemble de la France. Ça, c'est pas très difficile à faire, et j'espère bien que ça sera fait dans le quinquennat prochain, au moins l'Alsace-Lorraine. Mais je pense que la seule vraie réponse au doute que parfois la religion musulmane peut inspirer, rarement à raison et très souvent à tort, parce qu'il y a quand même un problème qu'avec une minorité de la religion musulmane, c'est cette réponse-là. Alors après, une fois qu'on a dit ça en termes politiques, il y a deux choses différentes. 95% des musulmans s'intègrent dans la société française. Il y a dans cette communauté une montée de l'intégrisme, comme dans toutes les communautés religieuses. C'est-à-dire qu'il y a plus d'intégristes catholiques qu'il y en avait il y a 30 ans, il y a plus d'intégristes juifs qu'il y en avait il y a 30 ans. Donc ça, c'est une interrogation qui va très au-delà du monde musulman. Pourquoi dans chaque religion, on sent une montée du monde de l'intégrisme? C'est vrai, et plus sensible dans la religion musulmane à cause du climat actuel et des quelques débordements auxquels on fait face. Bon, après, il y a une question de fond qui rejoint votre point de départ, que le pape, que Benoît XVI avait posé dans un texte formidable, extrêmement mal interprété, qui était son discours à Ratisbonne. Parce que le discours de Ratisbonne est un incroyable et paradoxal éloge de la laïcité par le pape. Puisque le pape disait, le problème de la religion musulmane, c'est qu'il n'y a rien entre Dieu et l'individu, il n'y a pas la société. Phrase incroyable venant d'un pape. Pourquoi disait-il ça au fond? Parce qu'il revenait à la racine qui est ce qui est à Dieu est à Dieu, ce qui est à César est à César. Et c'est vrai qu'en termes idéologiques, c'est ça le problème. Du moins dans les sociétés occidentales avec la religion musulmane. Mais vous voyez, je pense qu'on peut aborder ce sujet de manière... Il y a une vraie question, il y a des réponses partielles, mais il faut déshystériser la chose. Alors, le terrorisme, vous allez me dire, rouvrez les livres d'histoire.
je veux dire, l'anarchisme de la fin des années 1800 déstabilisait nos sociétés autant que le terrorisme aujourd'hui. Donc, il faut à la fois faire tout ce qu'on fait pour lutter contre, évidemment, mais d'autre part relativiser aussi. Le terrorisme, vous me direz, c'est pas de même nature, mais a quand même sur une année tué moins que les routes, pas assez entretenues, il n'y a pas assez de travaux en un samedi. Vous vous applaudirez à la fin. Dans le livre, alors je ne vais pas le résumer. Vous pouvez vous manifester, bien entendu. Dans le livre, je ne vais pas le résumer, vous réglez vos comptes avec les élites, avec... en tout cas, vous en parlez beaucoup, vous parlez des grandes écoles, vous dites qu'il ne faut surtout pas les supprimer malgré tout, parce que c'est le pire système à l'exception de tous les autres. Je ne règle pas mes comptes avec les élites. Je pense qu'il ne faut pas, dans le système français, je pense qu'il ne faut surtout pas supprimer les grandes écoles, parce que c'est le pire système à l'exception de tous les autres, oui, bien sûr. Je crois qu'il faut simplement... Moi, je suis ardemment partisan du fait qu'on les regroupe, qu'on maintienne les concours, mais qu'elles atteignent une taille critique pour pouvoir peser plus directement dans la concurrence internationale. Mais je pense que... beaucoup d'entre vous sont issus de grandes écoles. Ils savent bien que le grand mérite des grandes écoles ne sont pas les écoles, sont les prépas. Et je crois que... Où est-ce qu'on a appris à travailler? Pas en école, en prépa. Et donc, je pense qu'avec un système universitaire qui n'est pas sélectif, heureusement qu'il y a un endroit sélectif avec des usines à former encore assez correctement les chefs. En plus, par rapport aux élites, je dis deux choses différentes. Je dis, la légitimité des élites telles qu'elles sont formées se mesure aujourd'hui au fait que dans les grands groupes internationaux, les Français réussissent très bien. Ça, c'est le côté qui est rassurant. Là où il y a un problème de légitimité négative, c'est que l'ascenseur social, qui faisait que c'était une des voies d'intégration et d'accès à la société, s'est brisé. C'est-à-dire que le nombre d'enfants d'ouvriers ou de classes modestes dans les très grandes écoles a décru, et que vis-à-vis de ce qu'on appelle d'un terme pudique la diversité, leur efficacité est quasi nulle. Donc je suis un partisan de la discrimination positive, pas par des quotas, mais je dis un truc qui ne se fera évidemment pas, je dis qu'on devrait donner au concours des points d'avance aux élèves qui auront suivi leur cursus secondaire dans des lycées de zones en difficulté. C'est-à-dire, je trouve parfaitement normal... Un peu ce qu'a fait Sciences Po. Non, l'inverse. Parce que Sciences Po, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre des élèves... Ils ont pris les meilleurs. Non, oui, mais ils ne les ont pas confrontés aux autres. C'est pas du tout la même chose de dire que à la sortie de Maths P, quelqu'un qui a été au lycée, qui a fait 7 ans au lycée Romain Roland de Gennevilliers, et a 30 points d'avance... Déjà, parce que par rapport à quelqu'un qui sort du lycée Henri IV. D'autant plus que les gens qui sortent des grands lycées, chacun le sait, multiplient les options en tout genre, de la maîtrise du sanskrit jusqu'au saut à la perche. Donc, pas ce que vous avez fait pour être major de l'ENA. Non, mais à l'époque, c'était plus facile. Donc je pense qu'une forme on peut faire une discrimination positive sans toucher le système. Sciences Po n'a pas voulu confronter les élèves, mais dans l'ensemble ça a plutôt marché, c'était quand même pas mal. N'a pas voulu confronter les élèves qu'ils ont sélectionnés au cursus normal à l'entrée. Voilà, ça c'est une modalité. Revenons à quelques questions économiques parce qu'on est, on est là pour ça quand même. On a donné. Oui, encore que. Livre. Attendez, non. Tout ça est économique. Non. En dehors de la gentillesse que vous avez de vous référer à ce bouquin, on a quand même parlé du principal problème de la société française, qui domine de beaucoup le problème économique. Et c'est quand même pas un hasard si on parle de ça en premier. Je veux dire, c'est clair que la France qui a été une merveilleuse machine à intégrer, a aujourd'hui des difficultés pour intégrer. Et ceci est en surplomb des réalités économiques. C'est plus facile de toucher aux 35 heures que d'intégrer avec efficacité. On revient un moment sur cette question. Alors, pour revenir sur l'économie, vous vous définissiez comme un optimiste. En même temps, le FMI vient de réviser à nouveau en baisse la croissance mondiale. Et il y a un vrai mystère. Le pétrole n'a jamais été aussi bas. Alors, les matières, on pourrait dire c'est à la fois le symptôme et la cause. Les matières premières sont peu chères. Les taux sont, tout le monde le sait, très bas. Et la croissance
en tout cas en Europe, ne redémarre pas. Elle se casse la figure en Chine. Il n'y a guère que les États-Unis, et encore, c'est pas aussi bien qu'avant qui arrive à peu près à être un moteur. Qu'est-ce qui se passe pour la croissance? Je crois qu'il faut, si vous voulez bien segmenter la réponse. Premièrement, vous avez dit ça se casse la figure en Chine. Il y a un problème de la chinois, mais de là à dire ça se casse la figure, c'est un raccourci. Certains disent c'est un problème très grave. Je voulais avoir votre avis, vous êtes un optimiste. Non, mais se casse la figure, c'est un raccourci, si vous me permettez, journalistique. On ne sait pas exactement quel est le taux réel de croissance en Chine. On ne sait pas quels sont les effets de la lutte anticorruption sur la croissance chinoise, en particulier pour tout ce qui relève de l'investissement public. Ça ne change pas la consommation. On doit quand même garder à l'esprit que les Chinois ont 3 500 milliards de dollars de réserves et que ça aide quand même à ajuster dans un pays dont la monnaie n'est pas convertible, ou très marginalement convertible, ça aide quand même à, le cas échéant, faire des plans de relance. Ouais, on aurait une situation créditrice en matière de réserve. On n'aurait pas d'endettement public, on serait plus à l'aise. Donc, je ne dis pas que la Chine va très bien, je dis qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, il y a 2 ans, on disait que la Chine est un phénomène ininterrompu de croissance. Aujourd'hui, on dit qu'elle va tomber dans la récession. Quant aux à-coups boursiers, oui, la bourse de Shanghai a baissé de 30% après être montée de 130%. Bon, donc, il faut pondérer tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la croissance attendez. Pardon, puisque je pense que c'est quand même la question clé, de répondre de manière plus détaillée. Bon, les États-Unis vont bien. Quel est le seul problème réel aujourd'hui des États-Unis? C'est que le taux de chômage est sans doute plus élevé que le taux affiché. Parce qu'il y a des gens qui ne s'inscrivent pas désormais comme chômeurs. Et donc, il y a sans doute un sous-emploi latent, mais néanmoins, les États-Unis vont bien. L'Amérique latine fait face à ce qui est le propre de l'Amérique latine, qui est une crise cyclique. Sauf que le Brésil, qui est en crise aujourd'hui, n'est pas le Brésil des années 80. C'est-à-dire que c'est un pays qui est en crise, mais avec une monnaie convertible et des contraintes sur ses agrégats assez classiques et gérables. Moi, quand je suis entré dans l'industrie, j'ai connu le Brésil avec 2000% d'inflation. Je veux dire, c'était quand même un autre monde que celui-là. Là, le Brésil, oui, il est en inflation à 16%. 18%. Donc il est quand même dans la norme ou le mode de gestion classique. Ça, c'est vrai. Quand on arrive à l'Europe, il y a un continent qui va très bien, toute proportion gardée, qui est l'Afrique, déjà. L'Afrique qu'on disait morte, moribonde et qui était le trou noir du monde, il y a des zones d'Afrique qui sont le trou noir du monde, mais c'est quand même le seul continent qui croît à 5-6%. Quand on regarde l'Europe, je pense qu'il faut d'abord regarder non pas le PIB, mais le PIB par tête. Parce qu'on oublie une chose évidente. On est très riche. Non, mais le PIB par tête, quand vous regardez le PIB par tête, par exemple, qu'est-ce que vous découvrez? C'est que la croissance allemande par tête est équivalente à la croissance américaine par tête. Vous ne pouvez pas dire ah là là, les Allemands, ils croissent malgré leur efficacité à 1,5. Regardez, les Américains croissent à 3,5. Sauf que la population américaine, je laisse de côté l'apport des migrants pour l'instant, la population américaine croît chaque année de 2%, la population allemande baisse de 1%. Et là, je crois qu'on est en train de toucher une des spécificités françaises. La France a l'extrême chance à long terme d'avoir une bonne démographie et la malchance à court terme d'emporter le poids. Malchance à court terme, ça veut dire qu'en effet, chez nous, le PIB par tête n'augmente pas, alors qu'il augmente dans tous les autres pays d'Europe. La pression sur le niveau de chômage venant de l'entrée sur le marché du travail, chaque année de 100 ou 200 000 personnes pèse sur l'emploi à court terme, alors que dans les autres pays, en réalité, dans l'écart de chômage entre la France et l'Angleterre, la moitié représente la démographie. Si vous faites un boulot un peu sérieux et vous prenez l'écart de chômage entre la France et l'Angleterre, vous voyez qu'il y a 3 facteurs. La démographie, le fait que les Anglais comptent comme emploi
quelques centaines de milliers de jobs, job zéro, c'est-à-dire de jobs à temps partiel, qui fait que vous êtes considéré comme ayant un emploi, même si la semaine où on vous appelle pour bosser 10 heures. Et puis, lié aux rigidités, un troisième tiers, enfin, ce ne sont pas des tiers, mais un troisième tiers de chômage. Donc, de ce point de vue, il est clair que là, il y a une spécificité française et qui, à mon avis, joue beaucoup dans le climat du pays. Parce que quand le PIB par tête n'augmente pas ou baisse, les gens ont le sentiment de vivre la crise. Les Allemands, le PIB par tête, c'est la réalité vécue par chaque citoyen, augmente. En Italie, même dans l'Italie, malgré ses difficultés macroéconomiques, les Italiens... Maintenant, on disait autrefois que le monde catholique faisait des enfants. C'est terminé. Je veux dire, il n'y a pas de pire démographie qu'en Espagne et en Italie. Mais ce sont des pays où le PIB par tête augmente. Et donc, on ne peut pas comparer le 1% de croissance européenne avec une population qui décroît aux 3% de croissance américaine avec une population qui croît. Alors, une fois qu'on a dit ça, on arrive néanmoins à une question latente qui est qu'est-ce que c'est que du pétrole divisé par deux, c'était un boom économique autrefois. Non, mais c'est vrai que de ce point de vue, on a la baisse du prix des matières premières commence à avoir des effets récessifs. Bon, c'est vrai. Deuxièmement, le fait d'être à la limite de la déflation pèse. C'est-à-dire, chacun sait que c'est pas un hasard si les banques centrales ont fixé leur objectif d'inflation à 2%. Je veux dire, il faut un minimum d'inflation pour huiler le système. Le fait d'être en quasi-déflation baisse. Pourquoi ? Ça, c'est la contrepartie. En réalité, normalement, quand vous regardez les États-Unis, c'est un cas intéressant. Il n'y a plus de chômage, il devrait donc y avoir de l'inflation. Puisque plus de chômage, les salaires montent, il devrait y avoir de l'inflation. Sauf qu'en univers de compétition ouverte, où vous avez de manière permanente l'arrivée de produits de pays à bas coût, vous avez un couvercle sur l'inflation des produits. L'inflation, elle se déporte ailleurs, elle se déporte sur la valeur des actifs, puisque c'est la contrepartie des taux d'intérêt extrêmement faibles. Donc, c'est vrai que quelque chose qu'on espérait positif, qui est la baisse du pétrole et des matières premières, est à la limite de devenir négatif. Mais au-delà de ça, qui est facteur macroéconomique, je crois qu'il y a une autre question qu'on voit bien tourner autour du débat actuel sur ce que Larry Summers appelle la stagnation séculaire. Ça, je n'y crois pas, mais des débats sur la productivité. Il y a à mes yeux quelque chose de complètement aberrant de lire sur une tablette, je dis exprès sur une tablette, qu'il y a stagnation de la productivité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nos mesures de productivité n'intègrent pas le progrès technique. On ne peut pas une seconde penser que la révolution que nous vivons n'a pas un effet sur la productivité, sauf qu'on ne sait pas ce que mesure la productivité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons avec des concepts de comptabilité nationale inventés en 1945 comme un quasi-décalque, en réalité, d'une philosophie marxiste, pas communiste, marxiste de l'économie, et que ceci n'est absolument pas approprié aux économies contemporaines. Je vous en donne un exemple autre. Et je crois que ça a été la grande erreur qu'a faite le président de la République en 2012. Le président de la République, il connaissait plus l'économie que Jospin ou François Mitterrand. Mais il croyait qu'il y avait deux facteurs de production, le capital et le travail. Il ne savait pas qu'il y en avait trois, le capital, le travail et la confiance. Et qu'en cassant la confiance, en réalité, il mettait des fers aux pieds à l'économie française. Ça ne se mesure pas. Donc j'ai toujours le sentiment que l'appareil statistique qui donne l'environnement économique est complètement inadapté à la réalité des économies contemporaines. On reviendra à François Hollande en fin d'interview. Juste sur ce point, ce qu'on appelle le paradoxe de Solow, c'est-à-dire qu'on voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. Je parle à l'auteur du rapport dont on parlait tout à l'heure sur l'informatisation de la société, où vous anticipiez, en gros, vous ne parliez pas d'Internet, vous parliez de télématique, vous aviez inventé le mot, mais vous anticipiez ce formidable mouvement, progrès de productivité dans les services. Là aussi, on voit qu'il y a des tendances qui sont inquiétantes. Est-ce que ça ne peut pas se révéler, non seulement, on ne sait pas mesurer, je suis d'accord avec vous, quel est vraiment l'apport en productivité des tablettes, des mails, enfin, etc. Il y a un deuxième point, c'est est-ce que ce n'est pas négatif pour l'emploi ? Et on observe des vraies transformations d'abord d'un certain nombre de secteurs économiques
avec une forme de destruction créatrice dont on se demande quand est-ce que viendra la partie création, quoi. Est-ce qu'on ne vit pas un moment de transition qui se révèle finalement négatif pour la croissance? Vous le disiez d'ailleurs dans le rapport, il y aurait probablement déjà à l'époque un temps où ça serait négatif pour l'emploi. Deux éléments de réponse à verser au débat. Si on raisonne sur les emplois classiques, il est clair que ce que l'on vit ne signifie pas moins d'emplois, mais signifie à l'évidence une polarisation entre les emplois très qualifiés d'un côté et des emplois très peu qualifiés de l'autre. Et que, au fond, le capitalisme, c'est une machine à produire de l'efficacité et de l'inégalité. Quand il tourne à pleine vitesse, il fabrique beaucoup d'efficacité et beaucoup d'inégalité. Et donc, à cause de la révolution technologique, une très grande inégalité dans l'emploi. C'est-à-dire ce sont les emplois moyens qui sont pris en sandwich. Il y aura des spécialistes des technologies d'un côté et des éboueurs de l'autre. Enfin, je dis éboueurs parce qu'on en manque aujourd'hui. Ils sont en grève, il n'y a qu'à voir ce que sont les Champs-Élysées. Bon, mais ça, c'est la première chose. Et ça, c'est un phénomène lié à l'évolution du monde des services sous l'effet technologique. Deuxièmement, par rapport à cette révolution, je trouve par exemple que quand on parle des grandes start-up qui ont réussi, on ne fait pas de distinction. Uber, Airbnb, ce n'est pas la même chose. Uber, c'est un système intelligent pour mettre à bas un monopole. C'est la logique économique. Je reviendrai aux effets sur le salariat ensuite. Airbnb, c'est quelque chose de très intéressant, puisque c'est donner de la valeur à un capital nul. Idem pour Blablacar. Qu'est-ce que c'est qu'Airbnb? Vous avez un capital, dont la valeur est nulle. Le capital, quand il n'est pas utilisé, quand il est vide, vous êtes en train de lui donner de la valeur. Qu'on ne me dise pas que ce n'est pas un acte économique positif, et que ce n'est pas un acte qui génère, en réalité, du pouvoir d'achat. Là où on entre dans quelque chose de très nouveau et qui est à mon avis très intéressant, et où la spécificité sociale française, pour une fois, ne sera pas un handicap, c'est qu'il est évident que ces métiers-là génèrent des statuts que le vieux salariat classique ne représente en rien, puisque ce sont des statuts indépendants, de facto. Et donc, les pays qui ont fait leur architecture sociale sur la base du dialogue social-démocrate, État, syndicats, sont beaucoup plus mal armés que nous face à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de syndicat. On ne sait pas demain qu'il y aura un syndicat des chauffeurs d'Uber. En revanche, dans un pays... Ça commence en Californie. Oui, non, oui, enfin, c'est des class action. Non, c'est pas un syndicat. C'est des class action. Voilà. C'est d'ailleurs, on passe par ce qui est en effet le bon moyen américain, qui est de passer devant le juge. Dans un pays où le cadre social a été en plus édicté par l'État régalien que par la dialectique avec les syndicats, on sait très bien comment ça s'est passé en France. Le dialogue social a été intense sur des sujets périphériques, mais que les droits sociaux fondamentaux sont venus de la puissance publique. Nous sommes plus à même de traiter le problème de ces nouvelles populations, c'est-à-dire dès lors qu'elles ne pourront pas s'organiser pour imposer à travers des organisations représentatives un certain nombre de droits sociaux, c'est la puissance publique qui les imposera. Mais c'est un sujet très intéressant, puisque ça veut dire qu'on est dans un moment où il faut toucher aux acquis sociaux dans le secteur classique pour réinventer un minimum de socle social dans les secteurs en formation. Et je pense que ce discours-là devrait être beaucoup plus tenu par les hommes politiques, c'est-à-dire que vis-à-vis du monde social, leur discours ne serait pas que négatif. On dit beaucoup que la classe politique française comprend pas la révolution Internet qu'on est en train de vivre. C'est pas vrai. Mais que ce n'est pas vrai, c'est plus parce qu'ils sont je... plutôt partagés, comme les syndicats, entre leur clientèle qui est classique, les taxis, les salariés en CDI, versus cette nouvelle... C'est vrai dans tous les pays. Hein. N'oubliez pas quand même qu'il y a eu 14 grèves en un an chez Lufthansa, en Allemagne, dans une boîte qui gagne du fric. Donc, je veux dire, ça c'est vrai dans tous les pays. Je vous m'entendrai jamais crier haro sur la classe politique française. Quand vous la comparez aux classes politiques des autres pays, elle est
plutôt d'un meilleur niveau intellectuel. Il y a peut-être un sujet de génération, néanmoins. Ça veut rien dire, les générations. Vous avez des vieux, des jeunes cons et des vieux intelligents. Je précise, ça peut être dans le texte. À la fin de votre livre, vous parlez de 2050 parce que vous espérez vivre plus de 100 ans comme votre père et vous espérez donc voir la suite. La suite, justement, on est en train d'en parler, c'est quand même une révolution considérable dans le monde entier. Alors on vient de parler de l'économie, du salariat. Vous aviez écrit un livre qui s'appelait Le Nouveau Moyen-Âge, qui avait beaucoup énervé Jacques Le Goff. Mais parce qu'il était propriétaire de la marque Moyen-Âge. Nouveau Moyen-Âge, c'est une forme de néologisme. Est-ce qu'on vit de nouveau, enfin encore une fois, est-ce que cette prédiction ou autorélatrice ou cette constatation ne se manifeste pas dans un certain nombre de choses, comme le travail à la tâche, on vient d'en parler, le salariat qui est en train d'être modifié par l'économie collaborative, mais aussi d'autres choses dont on a un peu parlé tout à l'heure, qui agitent le débat, les invasions barbares, la crise des migrants, le repli identitaire, l'autonomisation des cités aussi. On a l'impression que les métropoles aujourd'hui veulent s'émanciper de l'État. Regardez Paris. Est-ce que vous n'aviez pas raison finalement en parlant de nouveau Moyen-Âge? Je mélange un peu tout, mais vous mélangez un peu tout. Je reviendrai au nouveau Moyen-Âge tel que je le voyais. Mais je crois entendre Attali, vous ne donnez que les côtés négatifs. Alors moi, je vais vous donner les côtés positifs. Je ne suis pas un askénaze optimiste. Mais ça se rattrape pas. Hein. Ça, je peux rien faire. Moi, je vais vous donner les côtés positifs. Je vais faire exactement le contrepoint de ce que vous dites. Dans ce vieux pays, chaque Français est 50%, entre 40 et 50% plus riche que chaque Allemand. D'ailleurs, pour des raisons évidentes, l'Allemagne a été détruite 2 fois et pour un quart d'entre elles, une 3e fois. La France, après la Première Guerre mondiale, n'a pas été détruite, en tout cas dans son capital. Donc ce pays, il n'y a pas de pays, il y a des régions plus riches que la France. Vous savez tous que la région la plus riche d'Europe n'est pas allemande, c'est le triangle Turin-Milan. Ce pays est un pays incroyablement riche, premièrement. Deuxièmement, c'est un pays où tout le monde le dit, la main-d'œuvre du bas de l'échelle au haut de l'échelle est bien formée. Et ça n'est pas pour rien qu'il y a quand même des investissements étrangers, malgré le sacerdoce qu'il y a à créer des usines en France. C'est qu'il y a une main-d'œuvre formée, il y a des infrastructures. C'est un pays qui n'est pas menacé par des séparatismes. Moi, je suis très lié professionnellement à l'Espagne. Je suis l'administrateur référent de la CaixaBank de Barcelone. Je veux dire, il faut voir ce que c'est que d'exercer les métiers, de faire du business dans une région dont vous vous dites qu'elle va peut-être sortir de la zone euro. Je veux dire, on a dû voter en Conseil une déclaration publique disant que si l'indépendance est votée, nous déplacerions le siège à Madrid pour rester en zone euro. La France n'a pas de problème de séparatisme. Aucun problème de séparatisme. C'est un pays qui a une capacité tonique. Vous savez quand même qu'il y a le même nombre de start-up par million d'habitants à Paris qu'aux États-Unis et en Israël. C'est intéressant de prendre les 2 extrêmes, États-Unis et Israël. Alors après, il y a les problèmes du passage des start-up à la deuxième phase. Donc, et on peut continuer à énumérer. Arrêtons. Quel est notre problème? Là, on revient à l'actualité. Bon, la France a fait de 83 à 95, gauche et droite réunis, un effort qui l'a amené à être plus productif que l'Allemagne de 10 à 15%, avec pour résultat une balance externe qui s'est rééquilibrée et une situation qui a été excellente, sauf que le chômage aurait dû baisser davantage. Mais ça, c'est un effet tellement inhérent aux rigidités qui nous sont propres. De 95 à 2007, 2008, on est passé de 15 points de productivité, 10 à 15 points de productivité de plus, à 10 à 15 points de productivité de moins. Ça fait quand même un effet balance de 25%. 3 raisons, il n'y en a que 3, 2 françaises, 1 allemande. Première raison, une mesure de gauche, les 35 heures. Deuxième raison, une mesure de droite qu'on oublie, les manipulations du SMIC par Jacques Chirac quand il a été réélu en 2002, alors que Jospin avait fini presque par supprimer le SMIC. Il y en avait je ne sais plus combien, certains s'en souviennent, il devait y en avoir 8. 7. Il y avait 7 SMIC. 7 SMIC, il n'y avait plus de SMIC. Alors, il a réunifié les SMIC avec une hausse plus lourde pour l'économie en 2002 que la hausse de François Mitterrand en 1981.
Ça, je veux dire, il faut mettre à chacun le poids de ses propres responsabilités. Vous me direz que ce sont deux mesures de gauche, parce que Jacques Chirac était un homme de gauche. Troisièmement, en effet, les réformes Schröder. C'est-à-dire, pendant ce temps-là, l'Allemagne a fait, avec l'agenda 2010, l'effort qu'il nous faut faire. Mais ce que nous avons fait de 83 à 95, et qui, pour les plus âgés d'entre nous, est encore à l'esprit, je veux dire, c'est-à-dire la désinflation compétitive. Qu'est-ce que la France a fait de 83 à 95 ? La gauche et la droite ont appliqué la doctrine économique de Jean-Claude Trichet, la désinflation compétitive. On bloque les salaires et les progrès de productivité faits à salaire bloqué donnent des capacités de production et on redevient une machine exportatrice. Bon, mais cet effort-là, ce qu'il nous faut faire demain n'est pas plus dur que ce que nous avons fait de 83 à 95. Mais arrêtons de penser qu'on est au pied d'une montagne infranchissable. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je vous donne chacun sa boîte à outils. Moi, je vous donne la mienne, elle est simplissime. Première chose, elle ne sera pas faite, mais surtout la première mesure. Vous augmentez la TVA de 1% par an pendant 5 ans. Mais vous le votez dans une loi au départ pour que les comportements s'anticipent. Vous mettez cet argent dans une cagnotte spéciale pour que ça n'amonte pas le déficit de l'État et vous utilisez cette cagnotte pour baisser les charges avec 2 tiers au profit des entreprises, 1 tiers au profit des salariés. Deuxièmement, vous sortez du débat idéologique sur l'âge de la retraite en appliquant à l'âge de la retraite la même règle qu'aux durées de cotisation, c'est-à-dire en liant l'âge de la retraite à l'espérance de vie. Puis c'est comme ça, c'est mécanique. Alors après, la seule question, c'est est-ce que vous augmentez, quand l'espérance de vie augmente de 6 mois, est-ce que vous reculez l'âge de la retraite de 6 mois ou est-ce que vous le reculez de 3 mois ou 4 mois pour partager entre la collectivité et l'individu ? C'est la deuxième mesure. Troisièmement, vous supprimez les 35 heures et vous supprimez sur 5 ans. Moi, je crois beaucoup aux décisions dont l'application est décalée parce qu'elle permet au comportement de s'ajuster. Vous supprimez les milliards de subventions, 35 heures, mais sur 5 ans. Vous ne pouvez pas le faire d'un coup sec. Troisième mesure. Et bon, après, il y a des mesures fiscales chez les autres côtés. Et quatrième mesure, et je ne le dis pas par démagogie ici, parce que je l'ai 10 fois écrit, le seul secteur qui, à mon avis... C'est le statut des fonctionnaires. Non, statut fonctionnaire, je vais vous dire, c'est simple. Le seul secteur qui relève d'une purge thatchérienne, c'est le logement. C'est-à-dire, je crois qu'il n'y a qu'un seul secteur économique qui a besoin d'une libéralisation extrême, c'est le logement. Qui supposerait quelque chose qui ne sera jamais fait, qui est d'enlever les permis de construire aux maires. Alors ça, je ne rêve pas, je sais. Le statut des fonctionnaires, on sait comment ça va se faire. On va faire comme on a fait à France Télécom, comme on a fait à la Poste, c'est-à-dire qu'on ne touchera pas au statut pour ceux qui en bénéficient et on embauchera hors statut, à part pour quelques métiers. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, à la Poste... Déjà le cas très souvent, d'ailleurs, oui, mais même non, dans l'État. Oui, mais pas autant que dans les entreprises. Mais aujourd'hui, pourquoi la Poste n'a que 30 à 40% de travailleurs sous statut? Parce qu'on a bloqué les embauches pour 80%, 90% d'entre elles se font hors statut. Bon, donc c'est comme ça que ça se passera. On embauchera sous statut chez les juges, chez les flics, dans quelques fonctions régaliennes, et le reste sous contrat de droit privé. Mais c'est comme ça qu'il faut le dire. Il ne faut pas dire on va toucher au statut pour ceux qui l'ont, puisque personne ne le fera. Vous avez parlé à un moment, et je sais que ça intéresse beaucoup ici, Bruno Cavagnier l'a cité, les travaux publics, les infrastructures. Est-ce qu'il faut, on voit qu'il y a une pression sur la dépense publique qui est très forte. Les mairies disent on n'a plus les moyens et de payer, ou les départements de verser le RSA, et puis on n'a même plus les moyens d'investir. Or, est-ce que, même si tout ce que vous dites est peut-être une solution, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de soutien public-privé, massif à un plan d'investissement? D'ailleurs, dans toute l'Europe, il y a l'histoire du plan Juncker. Bon, il commence à se mettre en place, mais c'est très lent. Est-ce qu'il ne faudrait pas une sorte de New Deal européen? Et dans votre livre et dans toutes vos publications, vous dites que vous êtes un Européen obsessionnel, mais l'Europe, elle déçoit aujourd'hui de ce point de vue-là. On va répondre aux travaux publics et on viendra à l'Europe. Je veux dire,
je vais être public. D'abord, je suis très reconnaissant à votre président. Je m'étais préparé qu'il allait m'interpeller sur les enchères inversées chez Sanef. Donc j'avais la question qu'il a préparée pour après le débat. J'avais des chiffres, tout était prévu. Donc permettez, il faudra quand même que je les sorte pour vous rassurer. Bon, écoutez, Max Roche et moi, on a vécu quand même un truc surréaliste dans le secteur autoroutier l'an dernier, qui est un secteur typique où vous pouvez faire de la demande uniquement en donnant du temps. Donc ça ne coûte pas un rond. Bon. Et on a failli se faire foutre dehors du système des concessions. Enfin, c'est passé à 1 millimètre. À 1 millimètre. Le Premier ministre, d'ailleurs, ce jour-là, est celui qui a failli mettre fin aux concessions le 30 décembre, contrairement à ce qu'on croit. Ce ne sont pas les frondeurs. C'est le Premier ministre, qui est pourtant un type raisonnable. Alors là, on est en effet dans un univers absurde, et je pense que c'est incroyable. Alors, il y a une contrainte bruxelloise, mais arrêtons. Quand la France, grande puissance, quand même encore du système européen, fait de quelque chose un enjeu national, elle gagne. Hein. EDF, c'est une boîte qui est hors règle européenne. Hors règle européenne. Où est le seul pays où on n'a pas fait la dichotomie entre la production et la distribution? Tout ça parce que c'est une règle. Bruxelles est une machine intelligente et lâche à chaque État un ou deux trucs qui comptent de manière décisive pour elle. Par exemple, Bruxelles a longtemps laissé le Bund allemand donner sa garantie, donc le triple A, à des caisses d'épargne en faillite. Pourquoi? Pour une raison que les gens savent bien, c'est que les caisses d'épargne sont le nœud de la corruption allemande, pays plus corrompu que la France. Bon, donc, je veux dire, si la France faisait du fait de pouvoir avoir une politique d'infrastructure, je prends les autoroutes parce que c'est un sujet que maintenant je connais décemment, mais c'est vrai pour d'autres métiers, je veux dire, il y a des moyens de faire de la relance privée dans des services collectifs. Il y a des services collectifs qui ne se monétisent pas, donc là, la relance peut pas être privée, mais tout service collectif qui se monétise peut être privatisé sous contrôle public. Bon. Et je pense, et là, je crois que l'action que vous menez, et qui va être de plus en plus relayée, ça c'est l'avantage, il y a dans toute décision difficile, toujours un bon usage. L'avantage du climat que crée la baisse des dotations publiques aux collectivités locales va pousser les collectivités à devenir les meilleurs militants des partenariats publics-privés. Et donc, je crois qu'il y a là un espace qui consiste enfin à mettre fin à une espèce de dichotomie idéologique qui est de croire que tout ce qui est l'intérêt général, c'est la puissance publique et que tout ce qui est l'intérêt privé relève du privé. C'est pas vrai. Il y a des métiers d'intérêt général qui peuvent être exercés par le secteur privé sous le contrôle de la puissance publique, et c'est la voie de l'avenir. Alors l'Europe, si vous permettez de rebondir sur votre propos, moi je vais vous dire des choses complètement à rebours de l'atmosphère ambiante. Premièrement, quand vous vous interrogez et que vous vous demandez quelle est la zone du monde la plus libre, je laisse de côté la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada. Autrefois, on répondait les États-Unis. Aujourd'hui, en termes de droits de l'homme, en termes d'habeas corpus, en termes de droits individuels jusqu'à l'avortement, jusqu'à même l'euthanasie, etc. On peut être d'accord, pas d'accord, pratiquer ou pas pratiquer ces choses-là. Mais la liberté, l'Europe a un système de valeurs qui est le plus libre du monde entier. Pourquoi ? Parce que la machine européenne fait qu'il y a un effet de contagion organisée qui fonctionne pas mal sur chaque sujet du pays, du plus libéral qui entraîne les autres vers les autres. Exemple, pourquoi la France est en train d'entrer dans le droit commun en matière de garde à vue, en matière de fonctionnement de la justice, sous la pression des règles européennes. Donc nous pourrions déjà être fiers de nos valeurs, premièrement. Deuxièmement, nous pourrions être assez contents de notre système institutionnel. Le pouvoir fonctionne mieux à Bruxelles qu'à Washington. Ayons en tête quand même qu'au moment où les Européens votaient le premier plan d'aide à la Grèce en un mois,
les Américains ne votaient pas, ou ont mis 8 mois à voter le plan TARP d'aide aux banques, parce que la Chambre des représentants l'avait refusé. N'oublions pas qu'au moment de la deuxième crise grecque, qu'on a réglée en 2 mois, avec 17 parlements qui ont approuvé l'accord, les 18 parlements de la zone euro, il y avait 17 à l'époque. Au même moment, à cause du conflit entre républicains et démocrates, on a été à 1 millimètre du défaut de l'État américain. La réalité, c'est que Washington ne fonctionne pas à cause de l'opposition entre un Congrès de plus en plus idéologisé et une présidence politiquement différente. Sauf que Washington a le visage d'un prince hiératique, en particulier là, avec une grande allure aristocratique, et on croit que c'est qu'il a le pouvoir. Mais attendez, le président Obama n'a pas plus de pouvoir que Jean-Claude Juncker. Alors le problème de l'Europe, c'est que... C'est rendre un grand hommage à Jean-Claude Juncker, peut-être. Je suis partisan de rendre un grand hommage à Jean-Claude Juncker, qui est aujourd'hui l'équipe qui est à la tête de l'Europe, c'est-à-dire Tusk et Juncker, est de très loin supérieur à Van Rompuy Barroso. Monsieur Tusk, quand même, au moment du 3e plan grec, vous vous rendez compte, un Polonais, donc venant d'un pays qui a un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Allemagne, à un moment a dit à la chancelière, notre patronne à tous, et au Premier ministre grec, vous ne sortez pas de la salle avant d'avoir conclu. Et ils ont conclu. Bon, donc, troisième élément. Deuxième élément. Mais on va y revenir à la chancelière. Deuxième élément. Vous venez de dire la même chose que Marine Le Pen hier. Je savais que vous alliez me dire ça. Voilà, vous vous attendiez peut-être à ce que je vous le dise. Mais je l'ai dit alors, en termes. On y reviendra après. Vous me permettrez de penser que je l'ai dit en termes beaucoup plus galants. Ça, bien sûr. C'est pas très difficile. Troisièmement, l'Europe, quand même, quand vous pensez, elle a intégré la moitié du continent sans drame, sans aucun drame. Elle a fait finalement, par exemple, haute divergence avec mon ami Attali, il prophétisait la fin de l'euro en disant dans 15 jours l'euro n'existera pas. Je n'ai jamais cru que l'euro disparaîtrait. Pourquoi ? Parce que quand on connaît l'Allemagne, on sait qu'aucun chancelier d'Allemagne ne prendra la responsabilité face à l'histoire de la fin de l'Europe. Car l'idée de penser qu'il y a une fin de l'euro sans fin de l'Europe est la pire des conneries. Je veux dire, la fin de l'euro est une crise mondiale et évidemment une crise qui détruit l'Europe. Donc, c'était évident que qu'à un cas, les choses seraient faites. Alors, troisième, et de ce point de vue, la politique admirable de Mario Draghi, admirable. Mais pourquoi Mario Draghi est si bon ? C'est qu'il a... Il est italien. C'est en partie et de Goldman Sachs. Mais vous avez donné en effet une bonne partie de la réponse. Mario Draghi connaît l'économie, mais connaît les marchés. Il fait une chose, par exemple, incroyable. Moi, c'est quelqu'un que je connais bien. Il ne me donne aucun secret, mais je sais comment il fonctionne. Il appelle les principaux, une fois par mois, les principaux patrons de hedge funds. Il leur dit rien, mais il leur dit qu'est-ce qui se passe. Donc, il sent les marchés. Mais comme c'est un Italien, il sait manipuler un système politique beaucoup plus compliqué que le système politique allemand. Ouais. Réussir à prendre appui sur les sociodémocrates pour contourner M. Weinmann, le tout avec l'approbation tacite de la chancelière et l'approbation un peu ronchon, mais néanmoins réelle de Schäuble, c'est beaucoup plus facile que de nager dans la politique romaine. Donc, il a fait ce qu'il fallait. Mais le résultat, c'est l'euro a tenu. On a fait à chaque crise ce qu'il fallait. Alors, vous allez me dire les migrants. Les migrants, d'abord, ils ne veulent pas venir en France. Hein. La première chose qu'il faudrait quand même, il faudrait quand même se poser cette question. Les Français qui sont en train de s'affoler, quel est l'homme public qui est en train de dire, mais attendez, moi j'ai entendu le président de la République le dire dans le privé. Alors je lui dis, mais pourquoi vous ne le dites pas en public ? Les migrants ne veulent pas venir en France. On a accepté mais ils sont obligés d'y passer. Attendez. On a accepté 20 000 Syriens et il faut aller en Allemagne dire, mais venez en France, c'est pas si mal pour faire notre quota. Pourquoi ? À cause du problème de l'emploi. Bon, bien sûr. Alors, quand on parle de l'attraction des avantages sociaux français, arrêtons de plaisanter. Les avantages sociaux dans les grands pays continentaux sont à peu près équivalents. Et simplement, les gens préfèrent un emploi plus que les avantages sociaux que de venir avec quelques avantages sociaux sans emploi. Donc, la France n'est pas en risque d'être submergée. Alors, l'Allemagne, la chancelière a pris une position qui est assez exceptionnelle, puisque la morale et l'intérêt se rejoignent.
ça, il n'y a rien de mieux quand la morale et l'intérêt se rejoignent. Elle a pris une position morale formidable. Moi, j'ai dit au directeur du Figaro, je voyais l'autre jour, j'ai dit, moi, si j'étais patron de journal, j'aurais mis sous la rubrique éditoriale 2 photos côte à côte. La rampe d'accès à Auschwitz et la gare de Munich avec les villes communes, et j'aurais mis l'âme humaine progresse. C'est tout. C'est formidable. Elle n'a pas fait que pour ça. J'ai dit la morale et l'intérêt se rejoignent. Évidemment, les Allemands sont conscients de leurs problèmes démographiques. Ils sont conscients que les Syriens qui quittent la Syrie et qui peuvent venir jusqu'en Europe, c'est ceux qui peuvent payer 20 000 euros. Donc c'est ceux qui sont issus de la classe moyenne, donc qui sont quand même décemment formés, et que bien évidemment, de ce point de vue, pourquoi les entreprises allemandes, il n'y a quand même pas il n'y a rien de plus cynique qu'un patron, c'est normal. Pourquoi ils applaudissent des 2 mains l'arrivée des migrants syriens? Parce qu'ils ont un problème de main-d'œuvre et qu'ils se disent c'est une main-d'œuvre plutôt mieux formée. Bon. Donc l'Allemagne est dans une situation très particulière. Alors évidemment, on voit bien que si c'est 1,5 million, c'est beaucoup. Mais comme elle l'a dit, il faut voir ce qu'ont été les flux d'immigration en Allemagne. Parce qu'il y a non seulement l'absorption de l'Allemagne de l'Est, mais il y a tous les gens des pays de l'Est, y compris de Russie, qui revenaient en Allemagne au nom de la loi du retour, c'est-à-dire le droit du sang faisait que si vous expliquiez, démontriez ou prétendiez, parce qu'il y en a eu des faux certificats, que vous aviez 2 grands-parents allemands, vous avez tout de suite la citoyenneté allemande. C'était 400 à 500 000 personnes par an. Donc les Allemands ont une culture de l'absorption. On oublie que les Allemands ont absorbé en 1945 12 millions d'immigrés, certes allemands, mais qui venaient de l'Est. Donc ça va tanguer, mais ils le feront. Bon, alors la chancelière. La chancelière Kaiser de l'Europe? Non. Il y a 3 tables sur la. D'accord, en France qu'on dit ça. Non, mais en Grèce? Non. Oui, enfin, écoutez, je pense que maintenant les Grecs vont finir par dessiner des portraits en l'embellissant de la chancelière. Hein. Je crois que maintenant elle est très aimée depuis que M. Tsipras a montré ce qu'est le cynisme politique. Non, il y a 3 tables sur européenne. Il y a la table économique. Soyons clairs, les Allemands sont dans le siège du conducteur et nous dans le siège du passager. Je n'ai pas dit du mort, du passager. Donc c'est une table que nous avons rendue inégale. Il y a la table politique. Et c'est là que je trouve que nous sommes d'une espèce de retenue absurde, parce que la table politique, elle est à dominante française. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, la France a son siège aux Nations Unies, la France est une puissance nucléaire, la France a une armée, et n'est pas une espèce de Suède aux frontières de l'Allemagne, une espèce qu'est l'Allemagne, avec son incapacité et le recul d'ailleurs des Allemands sur le plan des interventions. Schröder et Fischer étaient beaucoup plus interventionnistes. Donc la table politique est une table française, sauf que les Français n'en tirent pas profit. Parce que le président de la République est encore inhibé par le référendum de 2005 et que le vrai Européen, enfant de Delors qu'il est, reste terrifié par ces nonistes. Et d'ailleurs, tout s'est joué dans cette décision absurde de nommer un partisan du non ministre des Affaires étrangères. Il pouvait le nommer où il voulait, sauf aux Affaires étrangères. Peut-être aller au Conseil constitutionnel. Oui, mais enfin, ça sera au bout de 3 ans et demi. Alors, en effet, s'il remplace Laurent Fabius par Elisabeth Guigou, il y aura une vraie européenne à la tête du ministère. Si c'est Ségolène Royal, ça vous va aussi? Une vraie européenne. Bon, sur ce plan-là. Non, mais Ségolène Royal est un ministre un peu atypique, mais elle a... Ah, attendez, c'est une vraie femme politique. Hein. Elle est à l'oreille du président. Non, mais arrêtez, vous êtes grivois et vulgaire. L'oreille, ça va. Oui, mais vous savez, c'est une zone très sensuelle. Non. Voilà. Donc, et il y a une 3e table qui est la table stratégique. Et sur la table stratégique, c'est une table pari pas sûr, en revanche. Et de ce point de vue, je trouve que Hollande et Merkel fonctionnent très bien. Mieux que Merkozy? Peut-être sur le plan du tempérament. Je pense qu'ils se ressemblent beaucoup plus. Bon. Alors, on peut penser, après, c'est un problème de dynamique humaine. Est-ce que 2 personnes qui se ressemblent créent davantage qu'un pôle anode et un pôle cathode? Ça, je ne sais pas.
Je donne pas de réponse. On va passer aux questions de la salle. 3 dernières questions politiques. Je vais vous les regrouper. Je vous demanderai de réagir. Hollande peut-il encore réussir? Le Front National peut-il gagner non seulement 2 régions, mais la présidentielle 2017? Et puis la dernière, c'est la droite a-t-elle des idées? Bon, alors... 5 minutes pour pouvoir laisser... Hollande peut-il réussir? Non. Être réélu? Oui. On pourra y revenir. Dans des circonstances particulières, notamment liées à la deuxième question, le Front National, finalement, et sa dernière chance. Non, parce que ça se joue au premier tour. Non, mais ça s'explique, par exemple, moi je n'ai aucune difficulté à réitérer ici ce que je ne cesse de dire publiquement. Beaucoup de gens sont étonnés que quelqu'un d'aussi proche de Nicolas Sarkozy que moi prenne parti pour Alain Juppé. C'est très simple. Mon raisonnement est limpide depuis 1 an. Alors Nicolas Sarkozy n'a pas aimé quand je lui ai expliqué, mais c'est comme ça. Je veux dire, je souhaite la défaite de François Hollande. Je souhaite pour l'honneur de ce pays que la candidate du Front National ne soit pas en tête au premier tour. Je souhaite pour l'honneur de ce pays que la candidate du Front National soit écrasée au 2e tour. À partir de là, il faut que le candidat de droite au premier tour n'ait pas de candidat du centre contre lui et qu'il faut que le candidat de droite au 2e tour puisse mobiliser le maximum de voix de gauche. Et ça flèche naturellement, à cause de des positions politiques qu'il a prises, sur Alain Juppé. Je veux dire, c'est-à-dire Alain Juppé est le seul qui empêchera François Bayrou de se présenter, pour être très clair. François Bayrou l'a dit. Il est d'ailleurs très malheureux de la parole qu'il a donnée. Parce que François Bayrou souhaite... Ça lui donne un certain pouvoir. Non, parce que François Bayrou, qui a le grain de folie des vrais hommes politiques, est convaincu que s'il y a Hollande, Sarkozy et lui, il sera le premier des 3, ce que je ne crois pas. Mais, donc, voilà la réalité politique. Je pense que, alors, si Alain Juppé gagne la primaire, l'élection présidentielle est terminée. Mais sauf... Attention à certaines prédictions, vous avez pu avoir raison, mais... Oui, non, mais sauf coup de fusil, oui, d'accord. Mais excusez-moi, elle est terminée pour des raisons mécaniques. Il y a aussi alors ça nous emmènerait loin, mais un débat, la prochaine élection pourrait être celle du peuple contre les élites. Arrêtons ces conneries. J'entends ça, je fais que répercuter, je suis que journaliste. Arrêtons ces conneries. Alors, je veux dire... National, est-ce que c'est crédible, malgré tout? Quand j'entends que des gens qui vivent à Saint-Germain-des-Prés parler au nom du peuple... Je veux dire, déjà, je suis un petit peu troublé. Deuxièmement, même quand vous prenez... On a dit au référendum de 2005, le peuple a gagné contre les élites. Alors, si les élites représentent 45% des Français, elles sont vachement démocratiques. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est vrai que la classe ouvrière est passée directement du Parti communiste au Front National. C'est vrai. Mais la classe ouvrière, alors là où n'est pas à elle seule le peuple, c'est d'ailleurs... Bon, les classes moyennes sont bien partagées. Je veux dire, le peuple, ça ne se résume pas simplement au nom du regard sur les classes défavorisées, au vote des classes défavorisées. Vous n'avez pas le sentiment d'appartenir au peuple. Tous ceux qui sont ici n'ont pas le sentiment d'appartenir au peuple. Le peuple, c'est simplement les gens qui sont ou chômeurs ou smicards et qui votent Front National. Non, mais ça, il faudrait quand même que M. Finkielkraut, M. Zemmour, M. Debré, M. Onfray, personnage extrêmement ambigu, parce que les autres, c'est anodin, personnage extrêmement ambigu, se rendent compte de cette réalité. Donc, je trouve que... Ce mouvement des intellectuels vers le Front National, ça vous inquiète? Je trouve, oui, ça m'inquiète au nom de la dignité des intellectuels. C'est-à-dire que, je veux dire, quand on est un intellectuel, on est supposé être... J'espérais quand même qu'après la fin du communisme, on ne verrait plus les intellectuels aussi aveuglés qu'ils ont pu l'être du temps du communisme. Alors, ils n'en sont pas là encore vis-à-vis du Front National, mais on voit bien les glissements. Donc, deuxièmement, la deuxième question que vous avez posée, est-ce que le Front National peut gagner 2 régions? Écoutez, c'est très simple, c'est dans la main des socialistes. Rien, c'est très simple. Qu'est-ce qui va se passer quand les socialistes sont 3e à Lille et à Marseille? Soit ils ne se retirent pas. Et à ce moment-là, Madame Le Pen est élue. Soit ils se retirent en grognant parce que l'idée de perdre les voitures, les secrétaires et les frais de représentation, ça les emmerde. Et Madame Le Pen a des chances d'être élue. Soit il se retire en disant on vote pour Xavier Bertrand et elle a peu de chances d'être élue. Bon, mais ça, à mon avis, c'est un élément politique d'une incroyable sensibilité qui pèsera sur toute la suite jusqu'à la présidentielle. Le Premier ministre là-dessus a été
parfaitement clair. Je pense que le président de la République l'a été avec un peu moins d'insistance, mais je pense qu'il le sera. J'ai quand même du mal à penser que les responsables locaux n'obéiront pas. Enfin, mais ça, c'est la question. Madame Le Pen 2017. Alors après, 2017, je ne crois pas. Mais je pense, moi, j'ai la conviction. Mais alors là, en revanche, c'est une conviction qui peut être fortement démontrée. Je pense que cette femme, qui est une vraie femme politique, se fout du fond. Je pense qu'un jour, elle acceptera l'euro, et ce jour-là, elle casse la droite française. Parce que quelle est aujourd'hui la dernière ligne de barrière entre la partie dure de la droite républicaine et le Front National? Elle a quand même, elle s'est débarrassée de bien des choses. Elle s'est débarrassée des oripeaux antisémites, elle s'est débarrassée du racisme, elle a même fait la leçon à Mme Moreno, que pensent nos compatriotes noirs, formidable. Bon. Elle a tué le père. Non mais oui, elle a tué le père, mais idéologiquement. Je veux dire, quand le père dit la Shoah est un détail de l'histoire et qu'elle dit c'est le plus grand drame de l'histoire, c'est pas tout à fait pareil. Reste son programme national communiste. Je n'ai pas dit national socialiste. Ça c'est M. Philippot, ça. J'ai dit national communiste. Si elle décide, en hurlant du style on va changer l'euro de l'intérieur, des conneries comme ça, si elle décide de se rallier à l'euro, la droite éclate et elle peut aller au pouvoir, mais à ce moment-là, c'est la CSU. C'est-à-dire, quand vous êtes à Munich et que vous regardez les tracts de la CSU, parce que la CSU, elle est très élégante à Berlin, mais à Munich, qu'elle gouverne, elle tient sur les sujets sociétaux des propos beaucoup plus durs que Marine Le Pen. C'est la CSU à la fête de la bière, quoi. Oui. Bon, donc mon sentiment, c'est que si elle a deux voies pour aller au pouvoir, il y en a une à laquelle je ne crois pas du tout, qui est de penser qu'elle fera le front commun de tous les anti-euros, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Je pense que les anticorps demeurent chez les gens d'extrême gauche. Mais si elle accepte l'euro, mais à ce moment-là, elle est rentrée dans le cercle démocratique. C'est pas agréable. La droite a encore des idées à parcourir après Marine Le Pen. Cette droite-là perdra. Moi, je pense que la droite qui court derrière Marine Le Pen aide Marine Le Pen, mais Dieu merci, pas toute la droite court derrière Marine Le Pen. Et on va le voir à la primaire. C'est-à-dire, la primaire, ça va être une bataille entre les bataillons, que j'espère nombreux, modérés, et les légions à la lisière du Front National. Voilà, on va voir. Je pense, de ce point de vue, qu'il y a un événement politique qui a certainement beaucoup perturbé Nicolas Sarkozy, c'est le sondage du Point sur 7000 électeurs, disant qu'ils allaient voter à la primaire. Pas du tout parce que ça donne Juppé gagnant, parce que tout homme politique pense qu'il arrive toujours à rattraper son retard, mais parce qu'on voit qu'il y a plus d'électeurs issus du Front National qui votent Juppé que Sarko, qui est la négation de la stratégie qu'il a suivie. Ça, je pense que c'est très troublant, mais maintenant il est prisonnier du chemin qu'il a choisi. Et puis, évidemment, avec les médias tels qu'ils sont, on peut plus facilement changer de discours. C'est-à-dire, on vous ressort, tout est dans la machine de traitement de texte. Allez, on va terminer. Je vais donner dans la salle juste votre dernier. Parmi vos prédictions, puisque vous en faites. Des scénarios à l'avenir. Et vos scénarios, il y en a un quand même qui montre que vous n'êtes pas que un juif ashkénaze optimiste, c'est le risque d'un geste de terrorisme nucléaire un 11 septembre d'ampleur mondiale. Ah mais ça j'ai toujours pensé. Non, ça. Je suis fasciné depuis 1991, depuis la chute du communisme, par quelque chose que j'évoquais dans ce petit bouquin là qui s'appelait Nouveau Moyen Âge, qui est que vous avez 10 000 têtes nucléaires. Vous aviez 10 000 têtes nucléaires tactiques. Tactique, c'est une valise, qui se baladaient sans contrôle. Qui étaient les têtes nucléaires tactiques soviétiques stockées en Russie et en Ukraine. On pouvait penser qu'un jour, l'une d'entre elles serait prise. Bon. Ça ne s'est pas produit. Enfin, il y a un risque, c'est évident. De la même manière qu'il y a un risque, on le sait bien, d'un attentat chimique dans un métro. On sait tout ça. Bon, je veux dire, quand Poutine dit Daesh, c'est Hitler. Quand Poutine dit Daesh, c'est Hitler, ça montre qu'il faut négocier avec lui.
comme on a négocié avec Staline. Moi, sur cette affaire-là, qui est une affaire très sérieuse, je pense que on a mal joué avec les Russes. C'est-à-dire que je pense la position française qui est de dire Daesh et Bachar sont nos deux ennemis. Rappelons-nous Churchill, quand même, disant en juin 1941, je m'allie avec mon deuxième ennemi face à mon premier ennemi. Voilà. Or, aujourd'hui, il y a comme une grande différence entre Bachar et Daesh. C'est que oui, Bachar a tué son père a tué un ambassadeur français au Liban, mais il y a 40 ans. Mais ce n'est pas un gouvernement ou un pouvoir générateur de terrorisme exporté. Or, si on est égoïste, notre problème c'est le terrorisme exporté.